Une histoire transatlantique, le jazz. L'arrivée du paquebot Queen Mary II dans le port de New York, samedi 1er juillet, symbolise le voyage retour des soldats américains qui se sont battus en France lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi la naissance d'une musique nouvelle, le jazz. Fuyant la ségrégation, plusieurs artistes noirs américains profitent de cet engouement et s'installent en France. À l'ombre de Sidney Bechet, Kenny Clarke et Dexter Gordon, se dessine une scène locale talentueuse et audacieuse. Aujourd'hui de plus en plus dynamique, ce jazz français s'internationalise et conquiert l'Amérique. J'ai vécu l'excitation de la Harlem Renaissance, se souvenait Ada Bricktop Smith, une chanteuse afro-américaine, qui, en 1924, a quitté les États-Unis pour s'installer en France. Mais à Paris, c'était encore plus exceptionnel. La ville n'était que célébration. La guerre avait été terrible pour les Français et maintenant qu'elle était finie, ils voulaient oublier tout ça, faire la fête et danser. Se produisant dans les cabarets de la capitale, Ada Smith avait fini par ouvrir son propre club, chez Bricktop, au 66 rue Pigalle. Un auvent en fer forgé, un portrait de la propriétaire à l'entrée, des tables recouvertes de nappes blanches et une scène au fond de la salle. Pendant 15 ans, Ada y accueillit les plus célèbres musiciens de la scène internationale du jazz. Elle devint un point de repère pour les nombreux Noirs américains qui, dans l'entre-deux-guerres, se réfugièrent dans la capitale et contribuèrent au succès du jazz à Paris. Harlem sur la butte. En France, la découverte du jazz est d'abord une histoire militaire. En 1917, l'armée américaine mobilise des Afro-Américains. Le 369e régiment d'infanterie restera un emblème de la première libération de Paris. Il ne doit pas cette réputation à ses efforts militaires mais à son orchestre, les Harlem LFIT, dirigé par l'américain James Reese Europe. À Paris, lors de son premier concert dans la capitale, Europe se souvient Chou, avant même le deuxième morceau, le public était devenu fou. Le succès est immense. Les studios Pathé lui font enregistrer un album qui sera le premier disque de jazz à tourner en boucle sur les phonographes français. Devenu le chef de file de la scène musicale afro-américaine de New York au lendemain de la guerre, il mourra poignardé en 1919 dans une dispute avec l'un des membres de son groupe. Mais le ragtime gagna l'Europe. À la fin de la guerre, les Harlem LFIT rentrent aux États-Unis, mais certains musiciens décident de rester en France. Pour ces Afro-Américains, la participation à la guerre avait provoqué une prise de conscience. La découverte de l'Europe, où la ségrégation raciale n'était pas de mise, avait intensifié leur désir de lutte contre les inégalités. Pour ceux qui restent, Paris est une terre de liberté. Le batteur Louis Mitchell rejoint l'orchestre du Casino de Paris. Comme lui, de nombreux artistes afro-américains élisent domicile dans la capitale. Arthur Briggs, mais surtout Sidney Bechet qui arrive en France en 1925 pour participer à la Revue Nègre. Bechet adore Paris. Il en devient la coqueluche, à chaque fois que je marchais dans les rues, disait-il, je rencontrais 4 ou 5 personnes que je connaissais. Des talents incroyables. La nuit, il y avait toujours un chanteur ou un musicien à aller voir. Je n'étais jamais au lit avant 10 heures du matin. Connu pour son tempérament bagarreur, Bechet arpente les rues de Montmartre et se retrouve souvent mêlé à des scandales. Un soir, alors qu'il sort de scène chez Bricktop, une dispute éclate avec le pianiste Little Mike MC Kendrick. La tension monte. Les deux hommes se défient. Bechet est armé. Le clarinettiste écopera de 11 mois de prison. Se produisant aux côtés de Bechet, l'artiste la plus connue de cette épopée américaine est sans conteste la danseuse Josephine Baker. Interprète elle aussi de la Revue Nègre, Josephine s'y dévoile presque nue, recouverte de son célèbre pagne de banane. Elle choque et amuse, entre rires et provocations sexuelles. Personnage complexe, la perle noire de Paris représente à elle seule toute l'ambiguïté des artistes noirs dans le Paris des années folles. Emblème de l'ouverture d'esprit des Français qui découvrent de nouvelles sonorités, elle est aussi le symbole de cet engouement pour l'exotisme souvent teinté de racisme et de colonialisme.
Au sommet de sa gloire, Joséphine Baker subira les critiques de nombreux militants antillais tels Jane Nardal qui l'accusent d'asseoir sa popularité sur le racisme. Flattant l'ethnocentrisme français tout en étant porteuse d'un message subversif, Joséphine Baker deviendra un cas d'étude pour les historiens en France comme aux États-Unis. Bebop à Saint-Germain. Dans l'ombre des Américains, une scène française de jazz émerge. En 1932, l'association d'amateurs le Hot Club de France est créée, elle organisera le passage à Paris de nombreux autres musiciens américains tels Coleman Hawkins et Duke Ellington. En 1934, le Hot Club constitue son propre quintet, composé notamment de Stéphane Grappelli au violon et du guitariste Django Reinhardt. L'initiative se poursuit avec la création d'un concours récompensant le meilleur musicien de France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce jazz français se développe clandestinement. Les responsables du Hot Club se lancent dans la contrebande, assurant la circulation de disques entre la France libre et la zone occupée. De leur côté, les musiciens jouent cachés, dans les bouges. En 1945, se souvient le compositeur Michel Legrand, j'assistais à un concert de Dizzy Gillespie. Ce fut un coup de tonnerre. Pendant l'occupation, le jazz avait été interdit et voilà, tout d'un coup cet orchestre de bebop extraordinaire, qui, en un soir, révolutionnait ma façon de concevoir la musique. Le lendemain, j'ai acheté mon premier disque de jazz. La nuit, j'ai commencé à traîner dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Michel Legrand ne s'y était pas trompé. Depuis son implantation en France, le jazz américain avait évolué. Charlie, Bird, Parker et Dizzy Gillespie avaient pris le devant de la scène. Aux sonorités swing de l'avant-guerre s'étaient substitués les rythmes complexes du bebop. Les improvisations s'allongent. Le tempo est rapide, parfois vertigineux, et les instrumentistes se transforment en virtuoses. À la Libération, les Américains sont de retour en France. L'épicentre nocturne de la capitale glisse alors de Montmartre à Saint-Germain-des-Prés, le Charleston laisse place au bebop et les amateurs de jazz s'acoquinent avec les existentialists. Plusieurs clubs parisiens voient le jour sur la rive gauche, le Vieux Colombier, le Club Saint-Germain. Ils sont fréquentés par des intellectuels qui trouvent dans la communauté afro-américaine et dans le jazz une résistance possible à l'impérialisme américain. Un soir d'hiver, la chanteuse Juliette Gréco se trouve dans un café de la rue Dauphine. Elle ôte son manteau qu'elle pose sur une rampe d'escalier. Lorsque celui-ci tombe à terre, la jeune femme se penche pour le ramasser. Elle découvre alors une superbe cave voûtée nichée en contrebas. Le lieu lui plaît. Il devient le Tabou, autre club mythique du Saint-Germain-des-Prés Azou. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre en deviennent des habitués. Boris Vian et sa trompette en sont les vedettes. Les jam sessions nocturnes accueillent une foule interlope. À la fin de la guerre, les Harlem et les FAIT rentrent aux États-Unis, mais certains musiciens décident de rester en France. Pour ces Afro-Américains, la participation à la guerre avait provoqué une prise de conscience. La découverte de l'Europe, où la ségrégation raciale n'était pas de mise, avait intensifié leur désir de lutte contre les inégalités. Pour ceux qui restent, Paris est une terre de liberté. Le batteur Louis Mitchell rejoint l'orchestre du Casino de Paris. Comme lui, de nombreux artistes afro-américains élisent domicile dans la capitale. Arthur Briggs, mais surtout Sidney Bechet qui arrive en France en 1925 pour participer à la Revue Nègre. Bechet adore Paris. Il en devient la coqueluche, à chaque fois que je marchais dans les rues, disait-il, je rencontrais 4 ou 5 personnes que je connaissais. Des talents incroyables. La nuit, il y avait toujours un chanteur ou un musicien à aller voir. Je n'étais jamais au lit avant 10 heures du matin. Connu pour son tempérament bagarreur, Bechet arpente les rues de Montmartre et se retrouve souvent mêlé à des scandales. Un soir, alors qu'il sort de scène chez Bricktop, une dispute éclate avec le pianiste Little Mike MC Kendrick. La tension monte. Les deux hommes se défient. Bechet est armé. Le clarinettiste écopera de 11 mois de prison.
Se produisant aux côtés de Bechet, l'artiste la plus connue de cette épopée américaine est sans conteste la danseuse Josephine Baker. Interprète elle aussi de la revue Nègre, Josephine s'y dévoile presque nue, recouverte de son célèbre pagne de banane. Elle choque et amuse, entre rires et provocations sexuelles. Personnage complexe, la perle noire de Paris représente à elle seule toute l'ambiguïté des artistes noirs dans le Paris des années folles. Emblème de l'ouverture d'esprit des Français qui découvrent de nouvelles sonorités, elle est aussi le symbole de cet engouement pour l'exotisme souvent teinté de racisme et de colonialisme. Au sommet de sa gloire, Josephine Baker subira les critiques de nombreux militants antillais tels Jane Nardal qui l'accusent d'asseoir sa popularité sur le racisme. Flattant l'ethnocentrisme français tout en étant porteuse d'un message subversif, Josephine Baker deviendra un cas d'étude pour les historiens en France comme aux États-Unis. En 1945, se souvient le compositeur Michel Legrand, j'assistais à un concert de Dizzy Gillespie. Ce fut un coup de tonnerre. Pendant l'occupation, le jazz avait été interdit et voilà, tout d'un coup cet orchestre de bebop extraordinaire, qui, en un soir, révolutionnait ma façon de concevoir la musique. Le lendemain, j'ai acheté mon premier disque de jazz. La nuit, j'ai commencé à traîner dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Michel Legrand ne s'y était pas trompé. Depuis son implantation en France, le jazz américain avait évolué. Charlie, Bird, Parker et Dizzy Gillespie avaient pris le devant de la scène. Aux sonorités swing de l'avant-guerre s'étaient substitués les rythmes complexes du bebop. Les improvisations s'allongent. Le tempo est rapide, parfois vertigineux, et les instrumentistes se transforment en virtuoses. À la Libération, les Américains sont de retour en France. L'épicentre nocturne de la capitale glisse alors de Montmartre à Saint-Germain-des-Prés, le Charleston laisse place au bebop et les amateurs de jazz s'acoquinent avec les existentialists. Plusieurs clubs parisiens voient le jour sur la rive gauche, le Vieux Colombier, le Club Saint-Germain. Ils sont fréquentés par des intellectuels qui trouvent dans la communauté afro-américaine et dans le jazz une résistance possible à l'impérialisme américain. Un soir d'hiver, la chanteuse Juliette Gréco se trouve dans un café de la rue Dauphine. Elle ôte son manteau qu'elle pose sur une rampe d'escalier. Lorsque celui-ci tombe à terre, la jeune femme se penche pour le ramasser. Elle découvre alors une superbe cave voûtée nichée en contrebas. Le lieu lui plaît. Il devient le Tabou, autre club mythique du Saint-Germain-des-Prés Azou. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre en deviennent des habitués. Boris Vian et sa trompette en sont les vedettes. Les jam sessions nocturnes accueillent une foule interlope. Source: franceamerique.com